Dans cette mini-série de DIY on Wheels, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans cette première émission, nous allons chercher une nouvelle moto et nous vous montrons à quoi prêter attention lors de l'achat. Aujourd'hui, nous allons donc chercher une nouvelle moto, une Suzuki GR. Et en fait, il y a toujours des choses de base que j'emporte automatiquement quand je vais chercher une moto dont je ne sais pas grand-chose. Pour le transport, il vous faut de toute façon des sangles. Avec une camionnette comme avec une remorque, vous avez besoin de sangles de serrage. 2 pour l'avant, 1 pour l'arrière. Il vous faut aussi une batterie chargée et des câbles de démarrage. Ce sont des cours que j'ai fabriqués moi-même, mais des normaux suffisent bien sûr, s'ils sont suffisamment épais. Du start pilote peut être pratique aussi pour les carburateurs, et au cas où le réservoir à essence serait vide, un bidon avec un peu d'essence. Vous pourrez ainsi vous débrouiller pour un bref check-up de la moto. Nous avons trouvé la moto via un site de deuxième main. Essayez de vous informer au préalable au maximum afin d'éviter les surprises. Tenez également compte de vos attentes et de votre budget lorsque vous cherchez une base pour votre café racer. Cette fois, il s'agit d'une Suzuki GR 650. Une simple moto 2 cylindres de 1986. C'était un modèle assez peu populaire. Mais l'avantage, c'est que le prix est nettement moins élevé que pour une moto populaire. Comme par exemple une Honda CB ou une BMW R80 des années 70. Cela nous laisse évidemment bien plus de budget pour le bricolage et pour l'entretien. La moto est en vente pour 700 € chez un particulier. Je me réjouis de voir si elle les vaut. Joachim ? Oui, Je suis Koen. Je vous ai téléphoné pour la moto que vous vendez. oui, Est-ce que je peux la voir ? oui, bien sûr. Voilà, c'est elle. Ouais. À première vue, elle a l'air pas mal. Est-ce qu'on peut l'emmener dehors ? On pourra ainsi un peu mieux voir. Oui, y a pas de problème. Je vois déjà qu'il y a une petite fuite d'huile. Oui, je pense qu'un joint du bloc moteur fuit. Ouais, ok. Nous allons regarder un peu à l'extérieur. Dites-moi, est-ce qu'elle roule encore ? Est-ce qu'elle démarre toujours ? Pour le moment, elle ne démarre pas car elle n'a pas roulé depuis très longtemps. Elle n'a pas roulé depuis environ 4 ans. Mais vous avez encore roulé vous-même avec ? Ou vous l'avez vu rouler ? Oui, oui, ma femme roulait toujours avec, mais elle est tombée enceinte et oui, les enfants... Ouais, le scénario classique. Je pense que cela fait près de 10 ans qu'elle est mise de côté. Elle a encore roulé de temps en temps, mais pas beaucoup. Pas régulièrement. Bon, je vois de suite ici en dessous probablement le joint fuyant entre les cylindres et le bloc inférieur. Vous voyez qu'il est plutôt gras. C'est certainement quelque chose qui va faire baisser le prix, car c'est un gros travail prenant beaucoup de temps. Pour les coûts, ça va encore, mais il faut démonter le moteur. On voit aussi qu'elle n'a pas roulé pendant un bon moment. Ici et là, un peu d'oxydation superficielle, notamment sur les carburateurs. Les pneus aussi doivent être remplacés, surtout si la moto est à l'arrêt depuis 4 ans. Ce qui est très important aussi, ce sont les pieds de fourche. À première vue, ils ont l'air bons, mais s'ils sont rouillés, les bacs d'arrêt casseront constamment et vous serez obligé de placer de nouveaux pieds de fourche. Mais ici, ils ont l'air bons. La chaîne a encore l'air bonne aussi. On le voit bien au pignon. Les dents ont l'air pas mal. Neuves, ce sont de petits triangles. Mais au fur et à mesure qu'elles sont utilisées, elles se transforment en petites vagues. On sait alors que la chaîne doit être remplacée. Un jeu de chaîne coûte à nouveau environ 130 €. Vous devez donc bien en tenir compte lorsque vous envisagez d'acheter une moto. Est-ce que je peux voir les papiers d'ailleurs ? Oui, s'il vous plaît. Pour voir si le numéro de châssis et tout correspond, avant de continuer.
En général, le numéro d'enregistrement est gravé dans le cadre et il y a également une plaquette d'identification. Le bloc moteur a aussi un numéro de série. On peut ainsi vérifier s'il a été remplacé. Oui, les numéros correspondent bien. Est-ce qu'on peut regarder si elle démarrait encore? J'ai pris une batterie supplémentaire avec moi. On va essayer, hein? Les clés. Elle fonctionne encore. C'est aussi un point positif. J'ai donc simplement une batterie avec moi, car si on essayait de démarrer la moto via une voiture, surtout une voiture diesel, ces batteries seraient bien trop lourdes. L'ampérage peut être trop élevé pour le système de la moto. C'est pourquoi j'emporte simplement une batterie. En général, cela suffit pour démarrer. Essayons. Les phares s'allument déjà, c'est bon signe. Je vais encore prendre d'abord un peu de start pilote. Si la moto n'a pas roulé depuis longtemps, cela peut aider si vous en injectez dans le filtre à air. Ici, vous voyez l'entrée du filtre à air. Et si vous injectez du produit là, vous l'injectez en fait directement vers l'entrée des carburateurs. Ça sonne pas mal, hein? Sachant qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps. On va regarder aussi si toute l'électronique fonctionne encore. Tout a l'air bien. Ça fonctionne encore aussi. Ouais, aucune fumée ni rien. Malgré le mauvais état des pneus, nous allons tout de même tenter un petit essai sur le terrain de Joachim. Cela est crucial pour tester l'embrayage et les freins. Ouais, la fourche avant aurait bien besoin d'un peu d'huile. Vous pouvez en fait le tester facilement en serrant le frein avant et en poussant le guidon vers l'avant. Vous bloquez ainsi la roue. Cette suspension avant est assez lâche. Vous pouvez à présent aussi voir directement s'il n'y a pas trop de jeu sur le guidon. Si vous pouvez bouger le guidon vers l'avant et vers l'arrière, il se pourrait que les roulements à rotule soient usés, mais tout tourne toujours bien et je n'entends pas de bruit bizarre. Ouais, Joachim, pour moi, tout a l'air en fait bon. Je pense que nous allons pouvoir en faire quelque chose de beau. En ce qui me concerne, c'est vendu. Ok, et bonne chance. Merci. Une moto peut tout à fait être transportée avec une camionnette ou une simple remorque. Nous avons une remorque pour moto, ce qui est un peu plus pratique, mais lors de l'arrimage de la moto, vous devez toujours garder quelques points importants en tête. Ce que je fais toujours, c'est la fixer juste au-dessus de la plaque de couronne inférieure. Vous pouvez ainsi tirer la moto un peu vers le bas et elle est coincée. Elle forme un tout avec la remorque. Il faut évidemment faire attention à ne pas la tirer trop loin dans la suspension, car il y a de l'huile. En la comprimant trop fort, vous risquez d'endommager les bacs d'arrêt. Mais si vous la tirez simplement un peu et que vous voyez que cela forme un ensemble ferme, cela suffit. Si vous fixez une sangle de chaque côté, à chaque pied de fourche, la moto ne risque plus de bouger. À l'arrière, je pose une seule sangle, simplement pour retenir la moto si elle devait tout de même bouger un peu. Nous avons finalement acheté la Suzuki pour 400 €. Cela vaut toujours la peine de négocier le prix, surtout si vous avez découvert certains défauts lors du premier contrôle.
En allant chercher la moto, j'ai parlé de l'âge des pneus. Chez l'ancien propriétaire, cette moto n'a pas roulé pendant plus de 4 ans. Et on voit bien que les pneus sont vieux et usés. Mais si vous avez un doute quant à l'âge des pneus d'une moto, vous pouvez vérifier le code DOT comme sur les pneus d'une voiture. Ici, vous avez le DOT et dans un cercle, il y a un code de 3 ou 4 chiffres. Ici, vous voyez qu'il n'y a que 3 chiffres. C'est encore l'ancien code d'avant 2000. Ces pneus ont donc plus de 17 ans. Pour les motos, nous conseillons de les remplacer tous les 5 à 6 ans. Ils ne sont donc plus utilisables. On voit aussi déjà des fissures d'usure apparaître. Le profil semble encore bon, mais le caoutchouc est devenu bien trop dur. On n'a donc pas suffisamment de prise sur le revêtement routier et ces pneus doivent être remplacés. Voici un pneu plus récent. Ici aussi, vous voyez à nouveau un code DOT. Cette fois, de 4 chiffres. Ce chiffre est le 1711. Cela signifie que le pneu a été produit la semaine 17 de 2011. Il a donc 5 ans et n'est en fait plus utilisable non plus. J'ai aussi parlé de la chaîne et des pignons. Je vais à présent vous montrer la différence entre un vieux et un nouveau pignon. Ici, vous avez un vieux pignon et vous voyez que les dents commencent à s'incliner. Ça devient plus des petites vagues, surtout en comparant avec un pignon neuf. Vous voyez que la forme des dents est complètement différente. Ce sont vraiment encore des petits triangles, alors que ceux-ci sont déjà complètement usés. Ce pignon a donc bien besoin d'être remplacé. Un autre point que nous pouvons contrôler très facilement, c'est l'état du disque de frein, surtout sur les vieilles motos. Ce disque de frein tient déjà depuis 30 ans et a donc déjà freiné beaucoup. L'épaisseur minimale est mentionnée ici, juste en dessous d'une plaque de sécurité. Il est écrit que l'épaisseur minimale est de 4,5 mm. Cela signifie qu'il faut remplacer le disque s'il fait moins de 4,5 mm d'épaisseur. On peut le mesurer de 2 manières différentes. Avec un simple calibre à coulisses que vous placez ici, mais vous voyez directement le problème. Les sabots de frein n'usent pas le bord du disque. De ce fait, le bord est plus épais. Si nous le mesurons, nous avons environ 5,5 mm. Mais il vaut mieux utiliser ceci. C'est un mètre de précision, avec une graduation de 0,01 mm. Il permet parfaitement de mesurer le milieu du disque et donc la surface de frein réelle. Et vous voyez en fait que l'épaisseur fait un peu moins de 5 mm, environ 4,9 mm, ce qui se situe donc tout à fait dans la limite d'usure. Nous pouvons également contrôler l'état des sabots de frein. À première vue, ils n'ont pas l'air mal. Celui-ci est un peu usé en biais. Mais c'est bien sûr une moto. Et à l'avant, il n'y a qu'un disque de frein avec une mâchoire de frein où se trouve un seul piston. Ce qu'on peut faire pour améliorer les freins avec un petit budget, c'est placer de nouveaux sabots de frein. C'est encore un ancien type de sabot de frein et il en existe entre-temps de bien plus modernes. Nous allons donc les remplacer ainsi que la conduite de frein en caoutchouc. Celle-ci transmet la pression via la poignée de frein au piston dans cette mâchoire de frein. Mais comme elle est en caoutchouc, elle va se dilater. On perd dès lors une partie de la pression nécessaire pour pousser les sabots de frein contre le disque de frein.
Les motos modernes ont toutes des conduites de frein en acier. C'est aussi une amélioration que nous pouvons apporter ici. Bien que la moto ait démarré facilement, nous allons tout de même examiner l'état des bougies. Et pendant qu'elles sont sorties, nous pourrons aussi effectuer un test de compression pour contrôler l'état interne du bloc moteur. Le capuchon s'enlève facilement. Chaque bougie a une certaine taille. Celles-ci ont une taille de clé 18. Ici, vous voyez que la bougie est encore propre. Elle a juste été un peu mouillée par l'essence lors du démarrage quand je suis allé chercher la moto. La bougie n'est pas excessivement noire et pas non plus trop blanche. Trop blanche voudrait dire que le mélange d'essence est trop pauvre et qu'il y a donc trop d'air. Mais ici, elle est d'un beau brun clair. C'est donc l'idéal. L'autre bougie a l'air bien aussi. Cela signifie que les carburateurs sont bien réglés. Et il parle souvent d'une couleur café au lait. Un ton brun clair ici, comme ici. Cela peut être aussi blanc ou noir. Noir signifie qu'il y a de l'huile. Le mélange peut donc aussi être trop riche. Tant que les bougies sont sorties, nous pouvons aussi effectuer un test de compression. Cela implique de placer un manomètre à l'endroit où se trouve normalement la bougie. On peut ainsi mesurer dans quelle mesure le moteur comprimera l'air. Plus la pression est élevée, mieux c'est. Je vais donc mesurer à présent la compression avec un simple manomètre qui indiquera quelle compression le bloc moteur a encore. On le branche à l'endroit où se trouve la bougie. Il y a plusieurs raccordements pour cela, avec la même taille que les bougies. C'est différent pour chaque type de moteur. Il faut bien serrer afin que les joints toriques soient bien étanches et ne laissent pas passer d'air. Un must pour obtenir une mesure correcte. Nous allons donc visser ceci. Voilà. Lors du test de compression, il est important de couper le choke et d'ouvrir complètement la manette des gaz. Un maximum d'air peut ainsi passer vers les cylindres et on obtient un résultat précis. Voyons un peu. Nous avons ici un peu plus de 7 kg. Nous mesurons ensuite aussi la compression dans le cylindre de gauche. Nous avons ici aussi un peu plus de 7 kg, 7,5 environ. Indépendamment des valeurs de mesure, il est également important qu'elles soient plus ou moins identiques. Si une ne donnait que 4 kg et l'autre 10, on saurait qu'il y a un problème avec un des deux cylindres. Les soupapes ont aussi une influence là-dessus. Celles-ci n'ont probablement plus été réglées depuis longtemps. Il y a donc diverses influences. Par exemple aussi, si le moteur est chaud. Pour le moment, il est froid. Il vaut en fait mieux mesurer lorsqu'il est chaud. Toutes ces choses ont une influence. Mais le fait que la pression soit identique des deux côtés est déjà un signe très positif. Un autre test que nous pouvons effectuer, c'est contrôler si la batterie est effectivement chargée. Ce test se fait rapidement avec un multimètre de 20 €. Pour cela, le moteur doit tourner. Je vais donc le démarrer.
Nous réglons le multimètre sur 20 volts et allons mesurer sur les pôles de la batterie. « 14,20 volts. Les valeurs que nous avons mesurées ne sont en fait pas très bonnes. Le voltage est trop élevé. En mode stationnaire, le moteur donne déjà près de 14 volts. Et quand on met des gaz, on arrive à 16 volts, ce qui est trop élevé pour une batterie ordinaire. Si c'était une batterie au lithium et que nous roulions avec la moto, cette batterie rendrait l'âme. Elle recevrait un voltage trop élevé. J'ai également lu sur Internet que le régulateur de ce modèle était un point faible. Il est en fait trop léger. Il se pourrait donc qu'il soit cassé et laisse passer trop de voltage ou plus rien du tout. Dans ce cas, il en laisse trop passer. Nous allons donc chercher un nouveau régulateur pour résoudre le problème de charge. Et il n'y a pas qu'un problème avec le régulateur. En allant chercher la moto, nous avions déjà découvert une grosse flaque d'huile sous le bloc moteur. Il est temps de chercher où se situe la fuite. L'ancien propriétaire m'a raconté que son beau-père avait un jour remplacé les pistons. Il a placé de nouveaux joints dessus et peut-être qu'il y a donc eu un problème lors du montage des cylindres sur le bloc inférieur. Peut-être n'a-t-il pas serré les boulons à tête suffisamment. Ce serait la solution la plus facile et la meilleure marché. Vous avez donc des boulons passant ici, avec ces écrous dessus. De l'autre côté, il y en a aussi deux. Et ils font en sorte qu'on puisse tout presser et que le joint se trouvant entre soit comprimé. Vous avez ainsi un assemblage étanche. Ce serait facile de contrôler simplement encore le couple de serrage de ces deux. Peut-être peuvent-ils être serrés encore un peu plus, et pourrons-nous ainsi comprimer encore un peu plus le joint. Une solution simple pour réparer la fuite d'huile consisterait donc à serrer encore un peu ces écrous et les boulons fendus en dessous. Pour cela, il nous faut une clé de serrage dynamométrique. C'est un gros modèle de clé à douille permettant de régler avec précision la force exercée sur l'écrou ou le boulon. Nous allons donc essayer, c'est une taille 14, la clé dynamométrique est réglée sur 4 kg. Le couple de serrage prescrit par le fabricant. On le retrouve dans le manuel d'entretien. Il est important de ne pas serrer trop ces boulons. On pourrait penser, je vais bien serrer pour qu'il n'y ait plus de fuite d'huile. Mais cela peut avoir exactement l'effet inverse. On pourrait déformer l'aluminium ou pire encore, casser les boulons. Et il faudrait alors démonter le bloc moteur complet pour le réparer. Donc, nous allons essayer. Vous entendez que la clé produit un clic. Lorsque c'est le cas, vous sentez qu'il n'y a plus de force sur la clé. Cela signifie que les boulons sont bel et bien serrés correctement. Nous pouvons les serrer un peu plus, mais vraiment pas beaucoup. C'est une sécurité intégrée pour ne pas serrer trop fort. Nous allons donc contrôler les 4 boulons. Nous avons donc serré les 4 boulons les plus accessibles, mais il y en a encore sous le cache-soupape. La méthode la plus facile consiste à serrer les 4 auxquels vous avez accès, et peut-être que cela fera déjà une petite différence au niveau de la fuite d'huile. Nous avons à présent serré les boulons à tête. Comment peut-on maintenant voir si la fuite d'huile est réparée? Le bloc est complètement sous l'huile, et donc si vous allez rouler pour vérifier s'il n'y a plus de fuite, vous ne verrez pas grand-chose. Nous allons plutôt essayer de le nettoyer du mieux possible avec un nettoyant à frein afin que le bloc moteur soit à nouveau sec. Nous pourrons alors faire un essai et regarder si de l'huile sort à nouveau ou non. Nous utilisons ici un nettoyant à frein parce qu'on peut le pulvériser et il dissout l'huile. C'est pourquoi nous l'utilisons ici. Le nettoyant à frein s'évapore aussi de lui-même. Si on utilisait de l'eau ou du savon,
tout resterait mouillé. Vous voyez maintenant que le bloc moteur est complètement sec et propre. Lorsque nous ferons un petit essai, l'huile chauffera donc. Elle sera ainsi plus fluide et nous pourrons probablement voir où se situe la fuite.